La famille du tireur de Trump a vu son monde bouleversé. Le harcèlement constant des journalistes et des autorités fédérales à leur domicile n'est pas agréable. Cependant, les autorités fédérales ont découvert des détails choquants qui ont laissé plus de questions que de réponses. On parle maintenant d'un deuxième tireur. Et maintenant, même les Juifs sont blâmés pour ce qui s'est passé. Qu'a révélé le FBI sur le tireur? Découvrons-le. La famille du tireur dévoile les secrets. La tentative d'assassinat de Donald Trump est choquante. Capturée en direct à la télévision, la prise de conscience qu'un ancien président et un milliardaire puissent être tués en plein jour devant une foule est effrayante. À propos de télévision en direct, est-il étrange que CNN n'ait couvert aucun rassemblement de Trump depuis des mois? Mais devinez lequel ils ont choisi de couvrir. Bien qu'il soit impossible de le confirmer, les recherches d'IA révèlent que le rassemblement où Trump a failli être tué était le seul rassemblement de Trump qu'ils avaient couvert en direct depuis des mois. Ce n'est pas le seul détail étrange de la tentative d'assassinat. Le père du tireur a révélé des détails troublants qui, s'ils s'avèrent exacts, pourraient faire basculer toute l'affaire. Il s'avère que les parents du tireur ont appelé les forces de l'ordre, inquiets pour leur fils, quelques instants avant la fusillade. Pour comprendre l'importance de cette information, il est important de se rappeler que les médias grand public ont affirmé que le père du tireur avait appelé les forces de l'ordre après l'attaque. Mais rapidement, les médias grand public ont changé d'avis et ont rapporté que le père du tireur avait appelé les flics quelques heures avant la fusillade. Revenons un peu en arrière pour avoir une vue d'ensemble. Matthew Crooks, le père du tireur, était un passionné d'armes à feu qui en possédait des dizaines. Son fils, Thomas Matthew Crooks, un jeune homme de 20 ans qui avait toujours été décrit comme calme et doué pour les études, semblait être un jeune homme comme les autres, à l'avenir prometteur. Pourtant, sous cette façade, une tempête se prépare. Le 13 juillet 2024, Thomas Matthew Crooks a quitté la maison sans éveiller de soupçons. Il s'est rendu dans un magasin de munitions local et a acheté 50 cartouches. Cet achat apparemment banal deviendra plus tard un élément de preuve essentiel dans l'enquête. Thomas est ensuite rentré chez lui et a récupéré l'un des fusils de type AR de calibre 5,55 que son père avait obtenu légalement. Ce fusil, ainsi que les munitions qu'il venait d'acheter, allaient mal bientôt être utilisés dans un acte qui allait choquer la nation. Lorsque le rassemblement a commencé, M. Thomas s'est placé sur le toit d'un bâtiment situé juste à l'extérieur du périmètre de sécurité. Ce point d'observation lui permet de voir clairement la scène où l'ancien président Trump prendra bientôt la parole. M. Trump avait entamé son discours depuis quelques minutes lorsque le premier coup de feu a retenti. La panique s'est emparée de la foule qui s'est rendue compte de ce qui se passait. Une balle a frôlé l'oreille droite de M. Trump, manquant de peu de le blesser mortellement. Les agents des services secrets sont intervenus rapidement et l'ont évacué de la scène pour l'emmener dans un hôpital local où il a été soigné. La foule s'est dispersée, effrayée, ne sachant pas d'où venaient les coups de feu. Pendant ce temps, le père de Thomas, Matthew Crooks, était de plus en plus inquiet à Bethel Park, en Pennsylvanie. Il avait remarqué que son fils et un fusil de type AR avaient disparu. Le moment de leur disparition, qui coïncide avec l'annonce de la fusillade, lui fait froid dans le dos. Matthew Crooks a lancé un appel désespéré à la police, signalant la disparition de son fils et de l'arme à feu. Cet appel a ajouté une pièce cruciale au puzzle pour les forces de l'ordre, qui s'efforçaient déjà d'identifier le tireur. En l'absence de toute forme d'identification de Crooks, les autorités fédérales ont été contraintes de s'en remettre à l'analyse ADN pour l'identifier. Mais la BBC a rapporté plus tard que ce n'était pas le cas. Il s'avère que le père de Crooks avait passé l'appel quelques heures avant la fusillade. Après que la BBC a annoncé la nouvelle, celle-ci a été reprise par d'autres organismes de presse, ce qui fait que l'histoire soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et le plus étrange dans toute cette histoire, c'est que le père de Crooks avait appelé les flics parce qu'il s'inquiétait de savoir où se trouvait son fils. Tout le monde se demande pourquoi les parents de Crooks s'inquiètent de la disparition d'un jeune homme de 20 ans. Il n'avait disparu que depuis quelques heures. Il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Y a-t-il quelque chose au sujet du tireur que ses parents ne disent pas au public? Les journalistes ont tendu une embuscade au père du tireur, cherchant constamment à obtenir un commentaire de sa part. Cependant, leurs efforts ont été vains, car il a refusé de répondre aux questions. Selon le père du tireur, la famille ne fera une déclaration que sous l'avis de son conseiller juridique et a également demandé au public de la laisser vivre sa vie en paix. Le FBI n'a pas encore rendu son espace à la famille, car il s'est rendu chez elle à la recherche d'indices susceptibles de l'aider à résoudre l'affaire. Après avoir consulté son ordinateur, les fédéraux ont fait des découvertes choquantes. Il s'avère que Crooks avait pris une série de mesures calculées et secrètes, toutes destinées à éviter d'être repéré et à garantir le succès de sa sinistre mission. Au début de l'année 2023, Crooks a commencé à effectuer une série d'achats auprès de divers magasins d'armes en ligne. Au cours de l'année,
il a effectué plus de 25 achats distincts liés aux armes à feu. Ces transactions n'ont pas été effectuées sous son vrai nom. Crooks a utilisé un faux nom pour brouiller les pistes. L'utilisation d'un pseudonyme était un élément essentiel de sa stratégie pour ne pas être repéré par les forces de l'ordre et les autres autorités. Les achats de Crooks ne se limitaient pas aux armes à feu. Au cours de la première moitié de l'année 24, il a également acquis 6 précurseurs chimiques. Ces produits chimiques se sont avérés par la suite être des composants d'engins explosifs rudimentaires découverts à son domicile et dans sa voiture. Tout comme ses achats d'armes à feu, ses acquisitions de produits chimiques ont été effectuées sous un pseudonyme, ce qui démontre une fois de plus son intention de dissimuler ses activités aux regards indiscrets. Tout en continuant à accumuler son arsenal, Crooks a également effectué des recherches approfondies. Ces recherches sur l'Internet ont porté sur des personnalités de premier plan, telles que des hommes politiques américains et même un membre de la famille royale britannique. Il s'est plongé dans les détails de l'assassinat de Kennedy en se concentrant sur la distance à laquelle se trouvait Lee Harvey Oswald lorsqu'il a tiré sur le président Kennedy en 1963. Ce niveau de détail dans ses recherches indique un degré élevé de préméditation et un désir de tirer des leçons des assassinats passés. L'intérêt de Crooks pour les armes à feu a commencé comme un passe-temps, mais il s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus dangereux. En septembre 2023, il a commencé à prendre des cours de maniement d'armes à feu. Ces cours lui ont permis d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour mener à bien sa mission mortelle. Le temps et les efforts qu'il a consacrés à l'amélioration de son adresse au tir et à la compréhension des mécanismes de ses armes témoignent de son dévouement à la sinistre tâche qui lui a été confiée. Un jour avant l'attentat, Crooks s'est rendu dans un stand de tir local pour s'entraîner au tir. Il était armé du fusil DPMS DR-15 de son père, une variante de l'AR-15 qui se vend environ 700 $. Cette arme sera utilisée plus tard lors de la tentative d'assassinat. La crosse du DR-15 est pliable, ce qui permet à Crooks de la dissimuler dans son sac à dos lorsqu'il se déplace dans la foule au Farm Show de Butler, en Pennsylvanie. Malgré toutes ces informations, le FBI n'a pas encore révélé le mobile de Crooks, ce qui serait crucial pour prévenir de futures attaques. Mais pour de nombreux membres de l'extrême droite, ce sont les Juifs qui ont tenté de tuer Donald Trump. Au début, cette affirmation semblait absurde. Cependant, de nombreuses personnes ont commencé à changer d'avis une fois que les preuves ont été présentées. Alors, quel est le lien exact entre les Juifs et l'attentat contre Trump? La connexion juive. Tout a commencé par un post sur Threads daté du 18 juillet. Ce message affirmait que le tireur, identifié comme Thomas Matthew Crooks, portait une kippa. La photo montrait le profil latéral d'un homme blond, portant des lunettes et une kippa, une coiffe sans bord traditionnellement portée par les hommes juifs. Le message est rapidement devenu viral et a été partagé sur toutes les plateformes. La photo a été partagée des milliers de fois, les internautes spéculant sur l'identité et les motivations du tireur. Le récit était clair, l'homme à la kippa était le tireur, et sa tenue religieuse est devenue le point central de la discussion. L'indignation et la confusion ont suivi la diffusion de la photo. Les gens ont rapidement tiré des conclusions, établissant un lien entre l'identité juive de l'homme et la fusillade. La photo est devenue un symbole de l'attentat, et l'homme à la kippa a été vilipendé en ligne. Un internaute a posté cette photo de Crooks en la comparant à l'homme portant une kippa en disant « Le tireur de Trump, révélé comme étant Thomas Matthew Crooks, 20 ans, est d'origine juive écossaise. Si ce n'est pas eux, qui d'autre ?» L'histoire était cimentée. L'homme à la kippa était le tireur, et son image était désormais synonyme de l'attentat. Mais la vérité était loin d'être ceux qui étaient dépeints en ligne. En février, la photo originale a été publiée par la congrégation B'nai Abraham, une synagogue de Butler, en Pennsylvanie. La synagogue avait partagé la photo sur son site web et sa page Facebook, mais les deux pages ont été rendues privées après que la photo soit devenue virale. En utilisant des techniques d'investigation numérique telles que les recherches d'images inversées et les outils de reconnaissance faciale, les enquêteurs ont pu localiser d'autres photos du même individu. L'homme dont l'identité est protégée pour sa sécurité a confirmé qu'il était au courant de la situation et qu'il l'avait signalé aux autorités. Dans une déclaration transmise aux médias, le conseil d'administration de la synagogue a ajouté que Crooks, que des tireurs d'élite des services secrets ont tué lors du rassemblement de Trump, n'avait jamais été membre de la congrégation B'nai Abraham et n'avait jamais assisté à un événement ou à un service dans cette synagogue. Il s'avère que l'homme était étudiant à l'université de Slippery Rock. Une fois cette version démentie, les influenceurs de droite n'ont pas tardé à en trouver une autre pour tenter de mettre la fusillade sur le dos des Juifs. Laura Loomer a été la première à révéler que le tireur, Matthew Crooks, était lié d'une manière ou d'une autre à BlackRock, le géant de la finance. Thomas Matthew Crooks, le tireur de 20 ans qui a tenté d'assassiner le président Donald Trump
lors de son meeting de campagne à Butler, en Pennsylvanie, hier soir, a été présenté dans une publicité de BlackRock en 2023, a-t-elle posté sur X. Y avait-il quelque chose de vrai dans tout cela? Il s'avère que les partisans de la droite avaient raison cette fois-ci. Et comme le PDG de BlackRock, Larry Fink, est juif, la thèse selon laquelle des juifs auraient tenté d'assassiner Trump a pris de l'ampleur. En 22, une année apparemment ordinaire pour le lycée de Bethel Park, en Pennsylvanie. BlackRock, le plus grand gestionnaire de fonds au monde, a décidé de lancer une campagne publicitaire mettant en scène un enseignant local et ses élèves. La publicité soulignait l'importance de la culture financière et de l'éducation en mettant en scène des interactions réelles en classe. Parmi les élèves figurant à l'arrière-plan se trouvait un jeune homme nommé Thomas Matthew Crooks. Thomas Matthew Crooks était un élève du lycée de Bethel Park, connu pour ses résultats scolaires. Il faisait partie d'une classe d'économie de niveau AP et Honor, un cadre que BlackRock a trouvé parfait pour sa publicité télévisée de 30 secondes. Le spot mettait en scène le professeur discutant des principes économiques avec ses élèves, avec Crooks et ses camarades de classe apparaissant brièvement à l'arrière-plan. Cette publicité, diffusée en 2022, se voulait rassurante et soulignait le rôle de l'éducation dans la formation des futurs dirigeants. BlackRock entendait promouvoir son engagement en faveur de l'éducation financière et de l'engagement communautaire. La société était loin de se douter que l'un des étudiants figurant dans la publicité serait plus tard impliqué dans l'un des événements les plus choquants de l'histoire politique récente. Thomas Matthew Crooks n'était pas un élève comme les autres. Il faisait partie de la douzaine d'élèves qui ont reçu le National Math and Science Initiative Star Awards, une reconnaissance prestigieuse de l'excellence académique. Selon le Pittsburgh Tribune Review, Crooks a obtenu son diplôme l'année même de la diffusion du spot publicitaire, laissant derrière lui un héritage de réussite scolaire. La publicité a été bien accueillie à l'époque, de nombreuses personnes félicitant BlackRock pour l'importance qu'elle accorde à l'éducation. Toutefois, l'accueil positif de l'annonce a été de courte durée. En 2024, le monde est stupéfait lorsque Crooks tire sur l'ancien président Donald Trump et le blesse lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. En fouillant dans les antécédents de M. Crooks, les influenceurs de droite ont découvert sa brève apparition dans la publicité de BlackRock, un lien qui allait bientôt devenir un point de controverse majeur. BlackRock s'est retrouvé dans l'œil du cyclone et a fait l'objet d'un examen minutieux. Dans une déclaration à Reuters, BlackRock a précisé « En 2022, nous avons diffusé une publicité mettant en scène un enseignant de la Bethel Park High School dans laquelle plusieurs étudiants non rémunérés apparaissaient brièvement en arrière-plan, dont Thomas Matthew Crooks. La société a souligné que la publicité avait été retirée. BlackRock a condamné la fusillade, la qualifiant d'odieuse. Elle a exprimé son soulagement que M. Trump n'ait pas été gravement blessé et a adressé ses pensées aux victimes, en particulier à la personne qui a été tuée. La société a réaffirmé que l'annonce avait été retirée de la circulation, mais qu'elle restait disponible pour les enquêteurs. La tentative d'assassinat de l'ancien président Trump est odieuse, a déclaré la société. Nous sommes reconnaissants que l'ancien président Trump n'ait pas été gravement blessé. Et nous pensons à tous les passants innocents et aux victimes de cet acte horrible, en particulier à la personne qui a été tuée. Bien que le fait de figurer dans une publicité de BlackRock ne signifie pas grand-chose, les influenceurs de droite ont trouvé un autre élément d'information intéressant qui renforce leur théorie du complot liant le tireur de Trump aux Juifs. Alors Crooks était-il juif? La réponse est oui. Il s'avère que Crooks était un juif écossais. Sa famille, Matthew Bryan et Mary Elizabeth, a des origines anglaises et écossaises. Cependant, l'origine ethnique du tireur a-t-elle quelque chose à voir avec la fusillade? Cela prouve-t-il que les Juifs étaient derrière tout cela? D'après Internet, le fait que Crooks soit juif n'est qu'une des nombreuses coïncidences qui relient la fusillade aux Juifs. Pourquoi les Juifs sont blâmés? Nombreux sont ceux qui, à l'extrême droite, poussent les récits qui accusent les Juifs d'être à l'origine de la fusillade en citant sans cesse toutes les coïncidences au cours de l'histoire où les Juifs savaient à l'avance que les événements se produiraient et qu'ils finiraient par en tirer profit. Dans le cas de Trump, un incident a eu lieu juste un jour avant la tragique fusillade, qui semblait très étrange et impliquait BlackRock. Juste avant la tentative d'assassinat de Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, une société d'investissement basée au Texas, Austin Private Wealth, liée au géant financier BlackRock, a pris une initiative suspecte. Elle a vendu à découvert des millions d'actions de Trump Media and Technology Group, ce qui a fait froncer les sourcils et susciter des théories de la conspiration. Le 12 juillet 2024, une société d'investissement basée au Texas, Austin Private Wealth, a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ce dépôt indiquait une option de vente sur 12 millions d'actions de Trump Media and Technology Group, une démarche qui a immédiatement attiré l'attention des analystes financiers et des théoriciens de la conspiration. La société de médias de Donald Trump,
Trump Media and Technology Group a joué un rôle important dans sa campagne, servant de plateforme pour ses messages et ralliant ses partisans. La valeur de cette entreprise était étroitement liée à l'image publique et à la fortune politique de Donald Trump. Si quelque chose devait lui arriver, la valeur de l'entreprise chuterait massivement et Austin Private Wealth réaliserait d'énormes profits. La veille de la tentative d'assassinat, un limier vigilant de l'agence X a réussi à capturer des captures d'écran d'un terminal Bloomberg montrant l'option de vente d'Austin Private Wealth sur 12 millions d'actions de Trump Media and Technology Group. Étrangement, cette option a disparu plus tard dans la journée, ajoutant au mystère et à la suspicion qui entourent l'incident. Austin Private Wealth, une société d'investissement relativement obscure basée au Texas, s'est soudainement retrouvée sous les feux de la rampe. Pour ajouter une nouvelle couche à l'histoire, certains ont évoqué des liens présumés entre Austin Private Wealth, George Soros et la famille Rothschild. Ces noms sont souvent associés à des théories du complot impliquant des manipulations financières et des influences politiques à l'échelle mondiale. En réponse à la controverse croissante, Austin Private Wealth a publié une déclaration sur son site web affirmant que le dépôt auprès de la SEC était une erreur d'écriture. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne détenait que 12 contrats, soit 1200 actions, et non 12 millions comme indiqué initialement. La société a reproché à un fournisseur tiers d'avoir multiplié tous les contrats d'options par 10 000. La déclaration se lit comme suit. La déclaration de la SEC qui montrait qu'Austin Private Wealth avait vendu à découvert un grand nombre d'actions de Trump, Media and Technology Group Corp, DGT, était incorrecte et nous l'avons immédiatement modifiée dès que nous avons eu connaissance de l'erreur. Nous regrettons profondément cette erreur et l'inquiétude qu'elle a suscitée, en particulier à un moment aussi délicat pour notre nation. Le mal était déjà fait. Les théoriciens du complot d'extrême droite en ligne ont essayé de montrer d'autres cas où les Juifs avaient bénéficié financièrement d'un événement tragique. C'est ainsi qu'est né l'attentat contre les Tours Jumelles. 6 semaines seulement avant l'attentat, le Juif Larry Silverstein a acheté les Tours Jumelles à un prix que beaucoup considèrent comme dérisoire. Dans les années 1990, New York a souffert du krach boursier de 1987 qui a entraîné un taux d'inoccupation élevé au World Trade Center, faisant baisser son prix. L'un des aspects suspects du contrat de bail était que Silverstein, en tant que titulaire du bail, avait le droit et l'obligation de reconstruire les structures si elles étaient détruites. Avait-il prévu la destruction des bâtiments? Un autre aspect suspect est que Silverstein a déclaré dans des interviews qu'il passait habituellement ses matinées à prendre des petits déjeuners de travail à Windows on the World, au sommet de la tour nord du World Trade Center, et avec les nouveaux locataires de l'immeuble. Cependant, le matin du 11 septembre 2001, sa femme a insisté pour qu'il se rende à un rendez-vous médical, le sauvant ainsi par inadvertance d'une mort certaine. En fin de compte, Silverstein a perçu une somme considérable au titre de l'assurance, supérieure à ce qu'il a payé en tant que locataire des tours jumelles au cours des 6 semaines. Les polices d'assurance des bâtiments du World Trade Center représentaient un montant total de 3,55 milliards de dollars. Pourtant, Silverstein s'est vu attribuer le double de cette somme, car les 2 impacts d'avion sur 2 bâtiments distincts constituaient 2 événements distincts. Sans surprise, il a gagné le procès contre les assureurs qui voulaient lui payer 3,55 milliards de dollars. Mais ce n'est pas la seule anomalie financière liée à l'attaque des Tours Jumelles. Le secrétaire à la défense de l'époque, Donald Rumsfeld, a révélé que le Pentagone n'était pas en mesure de comptabiliser 2,3 billions de dollars la veille de l'attaque des Tours Jumelles. Ce qui est encore plus étrange, c'est la partie du Pentagone qui a été touchée par l'avion le lendemain. Le 11 septembre 2001, le vol 77 d'American Airlines s'est écrasé sur le côté ouest de l'anneau E du Pentagone, entre les couloirs 4 et 5, vers 9h37. L'impact et les incendies qui ont suivi ont détruit une grande partie du bâtiment, y compris le bureau des services de ressources de Washington, qui abritait des comptables et des analystes budgétaires. Selon les rapports, 125 personnes sont mortes dans l'attaque, dont 11 comptables et analystes budgétaires du bureau de Resource Service à Washington. Le bureau a été gravement endommagé et de nombreux dossiers et documents ont été détruits. Quelqu'un essayait-il de dissimuler les 2,3 billions de dollars qui ne pouvaient pas être comptabilisés? Bien que les Juifs aient été mis en cause dans l'attentat contre Trump, de plus en plus de gens pensent qu'il s'agit d'un coup monté de l'intérieur et que les services secrets sont profondément impliqués. Les preuves à l'appui de cette théorie sont choquantes. Secret Service Inside Job. Près d'1 an après la prédiction audacieuse de Tucker Carlson, ancien animateur de Fox News, un attentat a été perpétré contre M. Trump. S'agit-il d'une pure chance ou disposait-il d'informations privilégiées? Les services secrets, sous la direction de la directrice Kimberly Chittle,
se sont retrouvés au centre des critiques. Des questions sont posées sur les mesures de sécurité mises en place et sur la manière dont Crooks a pu accéder au toit sans être repéré. Selon une autre théorie du complot, les services secrets auraient été impliqués dans la planification de l'attentat en raison des failles de sécurité évidentes qui se sont produites ce jour-là et qui semblaient presque intentionnelles. Il a été révélé que les services secrets avaient été informés de la présence de Crooks 57 minutes avant qu'il ne tire sur Trump. Les services secrets étaient au courant de l'existence du tireur pendant 57 minutes sans que Trump ne soit évacué de la scène et autorisé à monter sur scène, a déclaré Charlie Kirk, un populaire partisan de la droite, sur X. Le fait que les services secrets avaient auparavant sécurisé la position de tir de Crooks est une autre révélation qui ressemble à un manquement intentionnel à la sécurité. Cependant, ils ont abandonné le poste en invoquant la chaleur. Les forces de l'ordre étaient en fait stationnées sur le toit le jour du rassemblement de Trump. Mais elles ont abandonné le poste, invoquant la chaleur. Ils disent également que les forces de l'ordre étaient censées patrouiller dans le bâtiment, mais qu'elles ont préféré rester à l'intérieur, a révélé un sénateur républicain. Mais la raison invoquée par la directrice Kimberly Cheatle pour ne pas placer d'agents sur le toit utilisé par Crooks est encore plus ridicule. Selon elle, le toit était incliné et cela aurait mis l'agent en danger. Les réactions ont été immédiates, puisque même le fils de Donald Trump s'est mis à critiquer le directeur des services secrets. Trump Jr. n'a pas été convaincu. Il a qualifié l'explication de M. Cheatle d'absurdité, arguant que les agents des services secrets sont formés pour faire face à de telles situations et ne seraient pas découragés par une simple inclinaison de 5 degrés. Mais les affirmations selon lesquelles il y aurait eu plus d'un tireur sont encore plus bizarres. La rumeur d'un deuxième tireur a fait surface et a été colportée même par des législateurs républicains. Le sénateur républicain du Wisconsin, Ron Johnson, s'est exprimé sur Fox News pour exprimer ses doutes quant à la version officielle. Il s'est demandé s'il n'y avait pas plus d'un tireur, faisant référence à des théories du complot non fondées qui circulaient en ligne. S'agissait-il d'un seul fusil? Y en avait-il plus d'un? J'ai vu sur Internet des vidéos très intéressantes réalisées par des experts qui remettent en question ce que le FBI nous dit à propos d'un tireur unique, a révélé le sénateur. Les commentaires de M. Johnson ont alimenté le feu des théories conspirationnistes qui se répandaient déjà sur les médias sociaux. Une théorie suggère qu'il y avait un deuxième tireur près du lieu du rassemblement, certains affirmant qu'il y avait une autre personne au sommet d'un château d'eau. Des vidéos floues diffusées en ligne montrent un point sombre près de la bouche d'aération du château d'eau, et certains affirment qu'il s'agit d'une personne. L'histoire devient de plus en plus étrange, et le trou de lapin de plus en plus profond. Mais tout le monde se concentre sur la famille du tireur et sur ce qu'elle pourrait révéler au sujet de son fils. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.